Vous est-il déjà arrivé de sentir que vous avez tout fait comme il faut, et pourtant, les gens que vous aidez le plus vous regardent comme si vous étiez un fardeau? Je ne parle pas d'un simple malentendu ou d'une mauvaise journée. Je parle de ces moments où, pendant des années, vous prenez soin de tout, vous résolvez chaque problème, vous faites tourner la maison, et à la fin, on vous traite comme si vous ne faisiez que gêner. Ça semble exagéré, non? Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et ça s'est produit au pire moment possible, alors que je rêvais de trouver un peu de paix avec ma famille. Je m'appelle Sophie, j'ai 27 ans, et je vis à Lyon, en France. Ou plutôt, je vivais à Lyon, parce que cette histoire a marqué la fin d'une époque de ma vie. J'ai toujours été très organisée. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que personne n'allait faire les choses à ma place, alors j'ai tracé mon propre chemin. J'ai travaillé longtemps comme employée dans une pharmacie, puis j'ai décroché un poste stable dans un laboratoire d'analyse médicale. Rien d'extraordinaire, mais ça me garantissait une certaine sécurité. Avec le temps, j'ai fini par prendre en charge presque toutes les dépenses de la maison où je vivais avec mes parents et mon petit frère, Lucas, qui avait 16 ans à l'époque. Mes parents ont toujours été des gens simples. Mon père, Alain, était menuisier, mais depuis un accident au genou, il n'a jamais vraiment repris le travail. Ma mère, Claire, faisait des ménages, mais ses clients se sont raréfiés. Au final, c'était moi qui tenais tout à bout de bras. L'électricité, l'eau, l'Internet, les courses. J'ai même fini par payer les frais de l'école privée que mes parents tenaient absolument à maintenir pour Lucas. Et le pire, ça ne me dérangeait pas. Je faisais tout ça par amour pour ma famille. Je n'ai jamais rien reproché. Jamais râlé. Je voulais juste que tout le monde aille bien. Ce décembre-là, je venais de terminer une semaine éreintante de garde au labo. J'étais épuisée, mais heureuse, car c'était la veille de Noël. J'avais acheté de quoi préparer un bon repas, un panettone, des boissons, et j'avais même fait une tarte aux pommes, le dessert préféré de ma mère. En arrivant à la maison, l'ambiance était déjà pesante. Les guirlandes de l'arbre de Noël étaient éteintes, mon père était affalé sur le canapé avec un air fermé, et ma mère pianotait sur son téléphone, comme si je n'existais pas. J'ai dit bonsoir, posé les sacs dans la cuisine et tenté de détendre l'atmosphère. J'ai fait une tarte aux pommes, maman. Pas de réponse. Mon frère, depuis sa chambre, a crié un « Salut, Sophie !» depuis l'étage. C'était le seul à montrer un peu de joie à mon arrivée. Tout ça m'a paru bizarre, mais j'ai continué comme si de rien n'était. J'ai dressé la table, disposé les plats, et je me suis assise. Mes parents se sont joints à moi sans un mot. Pas un toast, pas un sourire. On n'entendait que le bruit des couverts. Et puis, d'un coup, mon père a reposé sa fourchette bruyamment, m'a regardé et a lâché « Sophie, il faut que tu trouves un autre endroit où vivre. » Pendant une seconde, j'ai cru à une blague, mais son regard était sérieux. J'ai demandé s'il parlait vraiment, et il a répondu « Tu es resté ici trop longtemps. Maintenant, chacun doit s'occuper de sa vie. » J'étais sans voix. Moi? Celle qui paie tout? Qui fait tourner cette maison? Et il a eu le culot d'ajouter que je prenais trop de place, qu'il voulait la paix chez lui, et que ma présence rendait l'ambiance pesante. Ma mère n'a rien dit. Elle n'a pas pris ma défense. Elle fixait son assiette, comme si c'était la chose la plus fascinante au monde. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai compris qu'il ne se contentait pas de me mettre à la porte. Il me rejetait, comme si j'étais un vieux meuble dont on n'a plus besoin. Je me suis levée en silence. Pas de scandale, pas de larmes. J'ai pris mon assiette, je l'ai mise dans l'évier. J'ai embrassé Lucas sur le front alors qu'il montait l'escalier, les yeux écarquillés, sans comprendre ce qui se passait. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à faire ma valise. Je savais que je ne pouvais pas rester. Pas après avoir entendu ça de la bouche de mon propre père, avec l'approbation silencieuse de ma mère. En pliant mes vêtements et en les rangeant dans la valise, je repensais à tout ce que j'avais fait pour cette maison. Chaque course, chaque facture payée, chaque sacrifice. Je ne me souviens même plus de la dernière fois que je me suis acheté quelque chose pour moi. Tout était pour la maison. Et maintenant, c'était comme si je n'avais jamais rien fait, comme si j'étais juste une invitée encombrante. J'avais des économies, j'ai toujours été prudente. Je savais qu'un jour, j'en aurais besoin, mais je n'imaginais pas que ce serait dans ces circonstances. Cette nuit-là, j'ai envoyé un message à mon amie Élodie pour lui demander si je pouvais rester chez elle quelques jours. Elle a répondu en moins d'une minute « Bien sûr, Sophie. Viens sans hésiter. » J'ai fini de tout préparer et je me suis assise sur mon lit. J'ai pris une grande inspiration. Pas question de faire marche arrière. S'il voulait ça, eh bien, il l'aurait. Mais qu'il se prépare. Car le silence que je laisserais dans cette maison pèserait plus lourd que n'importe quel cri. Le lendemain matin, très tôt, j'ai mis ma valise dans le coffre de ma voiture, je suis partie sans faire de bruit et je ne me suis pas retournée. Je n'ai pas attendu qu'ils apparaissent à la fenêtre, je savais qu'ils ne viendraient pas, ni mon père, ni ma mère. Ils avaient ce qu'ils voulaient. La maison, enfin.
comme il la désirait, sans moi. Je suis arrivée chez Élodie. Elle vivait seule dans un petit appartement cosy, à une vingtaine de minutes du centre de Lyon. Quand elle a ouvert la porte et vu mes yeux gonflés, elle n'a rien demandé. Elle m'a juste serré fort dans ses bras et m'a dit de rester autant que j'en aurais besoin. Ça m'a tout de suite apaisée. Parfois, on n'a pas besoin de grand-chose, juste de quelqu'un qui vous regarde avec douceur et vous dit « Tu n'es pas seule ». Cette première nuit, je n'ai presque pas dormi. Je repensais à tout. Aux fois où ma mère me demandait de l'argent pour les courses, et où je donnais sans poser de questions, aux promesses de mon père qui disait que tout irait mieux un jour, et auxquelles je croyais, aux dimanches où je nettoyais toute la maison pendant qu'il se reposait. Et maintenant, j'étais un fardeau. Le lendemain matin, je suis partie travailler comme si de rien n'était. Au labo, personne ne savait ce qui s'était passé. On me regardait comme d'habitude, on me souriait comme d'habitude, et moi, je faisais semblant que tout allait bien. Mais à l'intérieur, une partie de moi était en miettes. Une partie qui mettrait longtemps à se recoller. Ce n'est que le mercredi que les messages ont commencé. D'abord ma mère. « Sophie, l'Internet ne marche plus. Tu as résilié ?» Puis mon père. « Tu as changé le mot de passe de la facture d'électricité ? Elle est en retard. » J'ai lu ces messages sans répondre. C'était comme si, tout à coup, ils se souvenaient de mon existence. Pas comme leur fille, bien sûr, mais comme celle qui réglait tout. Je suis restée silencieuse, pas par vengeance, mais parce que, pour la première fois depuis des années, je les laissais découvrir ce que c'était de gérer une maison. Ce que c'était d'ouvrir le frigo et de ne rien trouver parce que personne n'avait fait les courses. Ce que c'était de se lever tôt pour payer une facture avant qu'on ne coupe l'eau. C'était facile de me mettre dehors quand tout fonctionnait. Mais maintenir tout ça sans moi, c'était une autre histoire. Le samedi, Lucas m'a écrit « Sophie, c'est le bazar ici. Papa a crié parce que le micro-ondes ne marche plus. L'électricité a encore été coupée. Maman ne fait que pleurer. » Ça m'a serré le cœur. Je savais que Lucas n'y était pour rien. Il m'a toujours soutenue. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas revenir en arrière. Il fallait que je tienne bon, pour moi. Pour ma paix. Le dimanche soir, le téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai hésité, mais j'ai fini par décrocher. « Sophie, tu ne peux pas nous faire ça », a-t-elle dit d'une voix basse. « On n'a plus d'électricité. Plus d'Internet. Tout part en vrille. » J'ai inspiré profondément avant de répondre. « Maman, c'est vous qui m'avez mise dehors. J'ai juste arrêté de faire ce que je faisais depuis toujours. Maintenant, c'est à vous de gérer. » Elle est restée silencieuse. Puis elle a ajouté « Ton père était énervé ce jour-là. Ce n'était pas censé se passer comme ça. » Je n'ai rien répondu, parce que je savais que si, c'était exactement ce qu'il voulait. Et maintenant, il était juste agacé d'avoir perdu celle qui faisait tout à leur place. Ce soir-là, j'ai éteint mon téléphone pendant quelques heures. Je suis sortie dîner avec Élodie, et on a ri un peu. Pour la première fois depuis longtemps, je vivais un moment à moi. Un moment sans reproche, sans cris, sans ce poids sur les épaules. Et ça, aussi simple que ça puisse paraître, c'était ma plus grande victoire jusqu'à présent. Le lendemain, encore des messages. Cette fois, de mon père. « Tu es une ingrate, après tout ce qu'on a fait pour toi. Et puis, ça te retombera dessus. » En lisant ça, j'ai eu un frisson, parce que je connaissais ce ton. Cette manière de me manipuler, de me faire culpabiliser. Mais cette fois, je n'allais pas tomber dans le piège. Plus jamais. Je suis allée sur l'application de ma banque et j'ai changé tous mes mots de passe. J'ai retiré mes informations de tous les sites d'achat, de streaming, de services qui étaient à leur nom, mais payés avec ma carte. J'ai tout effacé. Je n'ai laissé aucune faille. S'il fallait sortir de leur vie, autant le faire complètement. Et qu'ils se débrouillent sans moi. Pourtant, une petite voix en moi me disait que ça n'allait pas s'arrêter là. Mon père n'a jamais été du genre à accepter de perdre le contrôle. Et perdre le contrôle sur moi, pour lui, c'était le pire affront. Mais j'étais prête. Pour la première fois, j'étais prête à défendre ce qui était à moi. Ma liberté, ma tranquillité, ma vie. Ce soir-là, en regardant par la fenêtre de l'appartement d'Élodie, j'ai compris que je n'avais pas à m'excuser pour quoi que ce soit. Je n'avais rien fait de mal. J'avais juste arrêté de me laisser utiliser. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'ai une petite demande. Si cette histoire vous a touché, si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide énormément à continuer à partager des histoires comme celle-ci. Et dites-moi en commentaire. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir utilisé chez vous? Racontez-moi votre expérience. J'aimerais créer un espace où on peut parler sincèrement, sans jugement. Ça vous va? Les jours suivants ont été calmes. Ni mon père ni ma mère n'ont envoyé d'autres messages. C'était comme s'ils faisaient une semblant que je n'avais jamais existé. Mais je savais que ce n'était pas tout à fait vrai. Ils ressentaient mon absence. Pas comme celle d'une fille, mais comme celle de la personne qui faisait tout fonctionner. Et quand les choses s'arrêtent, les masques tombent. Le mardi, Lucas m'a écrit en pleine nuit. « Papa a pété les plombs aujourd'hui. Il a essayé de forcer la porte de la chambre de maman en disant qu'elle devait tout gérer seule maintenant. Il devient de plus en plus bizarre. » En lisant ça, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse pour Lucas. Soulagement de ne plus être dans cet environnement. J'ai répondu vite.
lui demandant de faire attention. Je lui ai dit que si les choses empiraient, il devait m'appeler tout de suite. Lucas était la seule personne dans cette maison qui me donnait encore l'impression d'avoir une famille. Et même en étant parti, je n'allais pas le laisser traverser ça tout seul. Le mercredi, en rentrant du travail, Élodie m'attendait avec une enveloppe à la main. « C'est arrivé pour toi », a-t-elle dit. C'était une lettre. Oui, une vraie lettre. En plein 21e siècle. Je l'ai ouverte avec précaution et j'ai reconnu l'écriture de mon père. Il disait qu'il était déçu de moi, que j'avais abandonné la famille par orgueil, qu'une vraie fille ne ferait jamais ça, qu'il m'avait élevée avec tant d'efforts et que maintenant, je laissais tout derrière moi comme s'ils étaient des ordures. J'ai lu jusqu'au bout sans rien ressentir. Pas une larme, pas un regret, parce que tout ce qu'il écrivait était l'exact opposé de ce qu'il avait fait. Il ne m'avait pas élevée avec effort. Je m'étais élevée toute seule. Et le peu qu'il avait fait, il l'avait fait avec des cris, des ordres et du chantage. Il n'y avait pas d'amour là-dedans, juste des attentes. Le vendredi, après le boulot, j'ai décidé de passer dans mon ancien quartier, pas pour voir quelqu'un, juste pour longer la rue, de loin. Je voulais m'assurer que ma décision avait encore du sens. En garant la voiture de l'autre côté de la rue, j'ai vu ma maison, les fenêtres fermées, des rideaux défraîchis, un étendoir vide. On aurait dit une maison abandonnée, sans âme. La maison où j'avais grandi ressemblait maintenant à un lieu oublié. Soudain, la porte s'est ouverte et ma mère est sortie avec un sac. Elle semblait plus vieille, plus fatiguée. Pendant une seconde, j'ai failli descendre de la voiture. J'ai failli aller vers elle. Mais je me suis retenue, parce que je savais que si je m'approchais, elle ferait comme si rien ne s'était passé. Elle agirait comme si j'avais disparu par choix. Et peut-être, au fond, le croyait-elle vraiment. Alors j'ai fait demi-tour et je suis partie. Cette nuit-là, j'ai rêvé du jour où j'avais acheté le premier appareil électroménager de la maison avec mon salaire. Un micro-ondes. Je me souvenais de la joie que j'avais ressentie en voyant ma mère l'utiliser pour la première fois. C'était l'un des rares moments où je m'étais sentie appartenir à quelque chose. Mais maintenant, même ça semblait un souvenir lointain, un effort jamais reconnu. Le samedi, Élodie m'a proposé d'aller flâner au marché municipal. Elle disait que ça me ferait du bien à la tête. Et elle avait raison. Marcher entre les étals, voir des gens faire leurs courses, entendre des bribes de conversation, tout ça m'a donné un sentiment de liberté. Comme si, petit à petit, je redevenais moi-même. Mais le dimanche, tout a basculé. J'ai reçu un appel de ma banque signalant une tentative d'accès suspecte à mon compte. Quelqu'un avait essayé de réinitialiser mon mot de passe 3 fois d'affilée. J'ai tout de suite su. Mon père. Ça ne pouvait être que lui. J'ai appelé Lucas et je lui ai demandé directement. Il est resté silencieux quelques secondes, puis il a dit « Hier, il a fouillé dans le vieux carnet de maman, celui où elle notait les mots de passe. Il était énervé. Il disait qu'il allait tout régler lui-même. J'étais furieuse. Une colère sourde qui ne criait pas, mais qui faisait mal, parce que même ça, il essayait de me le prendre. Après tout, il voulait encore contrôler mon argent, ma vie, ma liberté. C'est là que j'ai décidé de renforcer toutes mes sécurités. J'ai tout changé. Activé la double authentification. Supprimé mon numéro de tous les services qu'il pourrait utiliser. Je n'allais plus laisser la moindre brèche. Les jours suivants, j'ai repris ma routine avec plus de détermination. Je rentrais du travail, je dînais avec Élodie, on regardait une série légère à la télé, et je dormais sans peur. Bien sûr, il y avait encore un vide en moi, mais c'était un vide propre, sans culpabilité, sans désordre. Juste l'espace laissé par quelque chose qui n'était jamais vraiment de l'amour. À ce stade, j'étais sûre que ma décision n'était pas excessive. Je ne punissais personne, je me protégeais. C'est tout. Et franchement, si quelqu'un doit souffrir pour que l'autre vive en paix, ce n'est pas une famille. C'est une prison. Ma vie ne faisait que commencer. Et malgré toutes les incertitudes, pour la première fois, j'avais de l'espoir. Le lundi, je me suis réveillée avant le réveil. Le ciel était encore sombre, mais mon cœur battait plus calmement. J'ai pris un café avec Élodie, on a parlé de choses légères, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ri de bon cœur. Un rire simple, de ceux qui sortent sans effort, juste parce que quelqu'un vous raconte une bêtise amusante. C'était peu, mais c'était vrai. Et j'ai commencé à comprendre que c'était ce qui comptait maintenant. Vivre des moments vrais, même petits, même rares. Au travail, mes collègues ont remarqué que j'étais plus détendue. L'une d'elles a même dit que mon visage semblait reposé. Ça m'a fait réfléchir. On s'habitue tellement à porter un poids sur les épaules qu'on ne se rend pas compte quand il s'en va. Et quand quelqu'un le remarque, c'est comme une confirmation qu'on est sur la bonne voie. En rentrant, je suis passée devant une boutique d'articles pour la maison. Je suis entrée sans trop réfléchir. J'ai vu un lot de serviettes bleu clair et je me suis souvenue de l'époque où j'achetais ce genre de choses pour tout le monde. Jamais pour moi. J'en ai pris une, juste pour moi. Et en payant à la caisse, j'ai ressenti une petite joie, un sentiment peut-être idiot mais important. Pour la première fois depuis longtemps, j'achetais quelque chose qui n'était pas une obligation. Juste un choix. Ce soir-là, en pliant la serviette et en la rangeant dans l'armoire d'Élodie, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu.
J'ai répondu avec appréhension. C'était ma mère. Sa voix était basse, presque larmoyante. « Sophie, ton père est hors de lui. Il n'accepte pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il a essayé de casser le routeur en pensant que c'était à cause d'Internet. Il croit que si tu reviens, tout s'arrangera. » J'ai écouté en silence. J'ai attendu qu'elle finisse, puis j'ai répondu calmement « Je ne reviendrai pas. » Et tu sais pourquoi. Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis a raccroché. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas sentie mal. Juste une paix étrange. Une certitude que, même si ça faisait mal, je devais tenir ma décision. Cette maison n'était plus la mienne. Et peut-être ne l'avait-elle jamais été. Le lendemain, j'ai parlé au responsable du labo. Je lui ai dit que je pensais déménager dans un appartement plus près de l'entreprise. Il m'a proposé de l'aide, disant qu'il connaissait une collègue qui louait un petit studio bien entretenu. J'ai pris le contact et prévu de visiter le week-end. Tout s'alignait d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Quand on s'éloigne de ceux qui nous font du mal, on dirait que les bonnes portes s'ouvrent. Le jeudi, un message de Lucas m'a sorti de mes pensées. « Papa devient de plus en plus bizarre. Aujourd'hui, il a essayé d'ouvrir ton ancienne commode. Il répète qu'il va récupérer ce qui est à nous. » J'ai commencé à m'inquiéter. Pas seulement pour moi, mais pour Lucas. Je savais qu'il était seul là-dedans. Je lui ai dit de faire attention, que s'il avait peur, il devait sortir de la maison et m'appeler immédiatement. Le vendredi, j'ai confirmé la location du studio. Il était petit mais très bien tenu. Il avait une petite fenêtre donnant sur une place avec des arbres et des bancs en bois. La propriétaire, une dame charmante prénommée Margot, m'a accueilli avec une tarte aux pommes et un sourire chaleureux. En signant le bail, j'ai senti qu'un nouveau chapitre commençait vraiment. Ce soir-là, je suis rentrée chez Élodie et je lui ai tout raconté. Elle était émue. Elle m'a dit que je méritais ce nouveau départ, m'a serré fort dans ses bras et a ajouté « Tu as traversé tellement de choses, Sophie. Maintenant, c'est à toi de prendre soin de toi. » J'ai hoché la tête, incapable de répondre. Mais au fond, je savais qu'elle avait raison. Le déménagement était prévu pour le dimanche. J'ai demandé à une collègue, Camille, de m'aider avec les cartons. Je n'avais pas grand-chose. Des vêtements, quelques ustensiles, ma bouilloire électrique, des livres, mais chaque objet prenait un nouveau sens. Il représentait la vie que je choisissais de construire. Le dimanche, le ciel était nuageux, mais il ne pleuvait pas. Élodie s'est levée tôt avec moi, a préparé du café et m'a aidé à fermer les derniers cartons. Camille est arrivée avec sa voiture et en moins d'une heure, on montait les escaliers de mon nouveau studio. L'endroit était simple, mais il avait tout ce dont je rêvais, la paix. Il était calme, propre, avec une belle lumière naturelle qui entrait par la fenêtre du salon. La cuisine était petite, mais suffisante. La chambre était séparée par une étagère à livres et la salle de bain, bien que petite, était impeccable. Quand j'ai fermé la porte pour la première fois, j'ai eu l'impression de sceller un nouveau départ, un départ qui m'appartenait. On a passé la journée à tout ranger. Les vêtements dans l'armoire, les ustensiles dans les placards, les livres sur l'étagère. Élodie avait apporté des coussins colorés qui allaient bien avec le canapé d'occasion que j'avais acheté en ligne. En fin d'après-midi, tout était en place. On a commandé des pizzas et on s'est assise par terre pour manger. On a ri, on a dit des bêtises, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie légère. Comme si le poids que je portais était resté dans l'ancienne maison et que je pouvais enfin respirer. Le lundi, je suis arrivée au travail avec une énergie différente. Mes collègues l'ont encore remarqué. Elles ont dit que mon regard avait changé, qu'il était plus affirmé. Et c'était vrai. Je savais que j'avais repris le contrôle de ma vie, que je n'avais plus besoin de l'approbation de qui que ce soit, et que si quelque chose tournait mal, ce serait au moins mon erreur, pas celle de quelqu'un qui m'aurait imposé un chemin. Mais, comme je m'y attendais, la tranquillité n'a pas duré. Le mercredi, en rentrant du boulot, j'ai remarqué que quelqu'un avait essayé d'ouvrir la porte de mon appartement. La serrure était rayée. Mon cœur s'est emballé. J'ai appelé la gardienne de l'immeuble, qui m'a dit qu'un voisin avait entendu des bruits suspects vers 15 heures. Mais comme il n'avait vu personne, il n'avait rien fait. Immédiatement, j'ai pensé à mon père. J'ai appelé Lucas. Il a répondu tout de suite. « Tu sais si papa est sorti cet après-midi » lui ai-je demandé. Il a marqué une pause, puis a répondu « Oui, il est sorti et il est rentré énervé. » Il avait les mains sales, il a dit qu'il était allé régler quelque chose d'important. Ça m'a mise en alerte. Je suis allée directement au commissariat du quartier et j'ai déposé une plainte. Je ne voulais pas que quoi que ce soit arrive sans que ce soit consigné. Mieux valait prévenir que guérir. Le jeudi, j'ai fait changer la serrure. J'ai appelé un serrurier et lui ai demandé de renforcer la sécurité. Pendant qu'il travaillait, je me suis assise sur le balcon et j'ai regardé la place. Des enfants jouaient, une vieille dame lisait un livre, un couple de personnes âgées marchait lentement. Ça m'a apaisée. Ça m'a rappelé que le monde avait encore de belles choses, que tout n'était pas peur, menace ou méfiance. Le week-end, je suis allée voir Lucas. On s'est donné rendez-vous près de son lycée. Il était plus maigre, avec des cernes, mais il a tenté de sourire. On s'est assis sur un banc dans un parc, et il m'a raconté que l'ambiance à la maison empirait. Maman ne parle presque plus, et papa n'arrête pas de parler de toi. Il dit que tu as trahi la famille,
que ça ne va pas se passer comme ça. Je lui ai pris la main et je lui ai dit « Sois fort. Encore un peu. Quand tu auras 18 ans, on arrangera tout ensemble. Mais d'ici là, si tu as peur, appelle-moi. Si tu veux quitter la maison, viens directement chez moi. Tu m'entends ?» Il a hoché la tête, les yeux pleins de larmes. En rentrant, je repensais à tout, à la facilité avec laquelle une famille peut s'effondrer, à ce qui semblait être de l'amour, mais qui n'était en réalité que de la dépendance déguisée. Je n'en voulais pas à mes parents, mais je ne voulais plus me faire mal à cause d'eux. Je voulais juste vivre en paix, travailler, bien manger, dormir sans peur, et peut-être un jour fonder ma propre famille. Une vraie famille, bâtie sur le respect. Le lundi, le labo a organisé une petite fête pour célébrer la fin du mois. On a mangé du gâteau, bu du soda, et fait un tirage au sort pour des petits cadeaux. J'ai gagné une agenda avec une couverture fleurie et du papier épais. En le prenant en main, j'ai eu l'impression qu'il symbolisait ce nouveau cycle, comme si chaque page était une chance d'écrire ma vie à zéro. À la fin de la fête, une collègue s'est approchée et m'a dit « Sophie, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais j'admire ta force. On le voit dans tes yeux, tu as choisi de te mettre en priorité. Et c'est rare. » J'ai souri et remercié. Je ne savais même pas que quelqu'un faisait attention à moi. Mais peut-être qu'on inspire toujours quelqu'un, même sans s'en rendre compte. Ce soir-là, chez moi, j'ai ouvert la première page de l'agenda et j'ai écrit « À partir d'aujourd'hui, plus personne ne décidera de ma vie à ma place. Cette histoire est la mienne. Et c'est moi qui choisis la fin. » Les semaines suivantes ont passé plus vite que prévu. C'était comme si ma vie, jusque-là coincée dans un cycle sans fin, s'était enfin mise à avancer. Je me levais tôt, je faisais mon café, j'écoutais de la musique en me préparant, et je sortais la tête plus légère. Travailler était aussi devenu plus agréable. Je n'arrivais plus au labo avec les problèmes de toute une maison sur le dos. C'était juste moi et ma routine. Simple, mais à moi. Bien sûr, des souvenirs revenaient parfois. Une chanson à la radio, une odeur dans la rue, même une pub de supermarché pouvait me rappeler les courses du dimanche avec ma mère. Mais maintenant, quand la nostalgie frappait, je ne la laissais pas m'abattre. Je respirais profondément et je laissais passer. Je savais que j'étais exactement là où je devais être. Un jeudi matin, j'ai reçu un appel du lycée de Lucas. La directrice voulait me parler. J'ai paniqué. J'ai appelé Lucas tout de suite. Il a répondu d'une voix basse. « J'ai eu une dispute avec papa hier soir. Il voulait savoir si je te parlais encore. » Quand j'ai dit oui, il m'a poussé et a cassé mon téléphone. La voisine a entendu et a appelé la police. Mon cœur s'est emballé. Je lui ai dit de ne pas bouger et je suis partie directement au lycée. Là-bas, la directrice m'a expliqué que la situation à la maison affectait les résultats de Lucas. Il était plus renfermé, avait du mal à se concentrer. Et avec ce qui s'était passé la veille, il était peut-être temps de faire intervenir les services sociaux. J'ai accepté. J'ai signé les documents nécessaires et laissé mes coordonnées comme personne de confiance. Lucas était mineur, mais je pouvais être contactée en cas d'urgence. Et c'est ce qu'on a fait. Ce soir-là, il m'a appelé d'un nouveau numéro. Il m'a dit qu'il allait bien, que les assistantes sociales avaient parlé avec lui et que le lycée cherchait une solution pour le sortir de la maison jusqu'à sa majorité. « Tiens bon, Lucas, » lui ai-je dit. « C'est presque fini. On va s'en sortir. » Il est resté silencieux, puis il a dit quelque chose qui m'a fait pleurer. « T'es plus une mère pour moi que notre propre mère. Merci de ne pas m'avoir abandonnée. » Après ça, j'ai dormi avec le téléphone à la main, la tête pleine, mais le cœur solide. Je savais que je faisais ce qu'il fallait. Et pour la première fois, je ne me suis pas sentie coupable de me battre pour ma liberté et pour protéger ceux qui comptaient vraiment. Le samedi, je suis allée au marché acheter des fruits et légumes. En choisissant des pommes, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Je me suis retournée lentement et j'ai vu Caroline, une ancienne camarade de lycée. Elle était avec sa petite fille, poussant une poussette. On a discuté quelques minutes. Elle m'a demandé comment allait ma vie. Et j'ai répondu, avec tout le calme du monde. Je repars de zéro, mais c'est tellement mieux. Elle a souri et m'a dit qu'elle m'admirait. Et ça m'a trotté dans la tête toute la journée. Parfois, on passe tellement de temps à se sentir invisible qu'on oublie ce que c'est d'être vu pour de vrai. Et dans cette rencontre toute simple, au milieu des fruits et des étagères, je me suis sentie vue. Le lundi suivant, j'ai été convoquée par la direction du labo. Mon responsable m'a proposé un nouveau poste. Un rôle de supervision avec moins de travail physique et un meilleur salaire. Il a dit qu'il avait remarqué que ma posture avait changé, que j'inspirais confiance. J'ai accepté sans hésiter. Et je suis sortie de cette réunion avec le sentiment que ma nouvelle vie prenait vraiment forme. La semaine suivante, j'ai commencé à faire des petits changements dans le studio. J'ai acheté un tapis, accroché des photos au mur et même commencé à constituer un petit coin d'épices dans la cuisine. Des choses simples, mais qui rendaient l'endroit à mon image. Chaque détail était comme une pièce de mon renouveau. Un après-midi froid de mercredi, en rangeant une boîte de vieux documents, j'ai trouvé une feuille pliée avec mon nom écrit à la main. C'était une lettre de Lucas, probablement glissée dans un carton le jour du déménagement. Je l'ai ouverte et lue. Il disait qu'il avait toujours su que j'étais différente, que j'étais forte, courageuse et que même en étant l'aînée,
je n'étais pas seulement une sœur, j'étais un exemple. Il disait qu'un jour, il voulait être comme moi. La lettre était simple, écrite avec des mots d'ado, mais pleine de vérité. J'ai fini de la lire les yeux pleins de larmes. Pas à cause de la douleur, mais à cause de la reconnaissance. Parce que je savais que, malgré tout, mes efforts n'avaient pas été vains, et que quelqu'un, même si ce n'était que lui, avait vu tout ce que j'avais fait. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie parfumée, et je me suis assise sur mon lit avec un carnet. J'ai commencé à tout écrire, pas pour me défouler, mais pour garder une trace. Chaque page racontait un morceau de ce chemin, et en écrivant, j'ai senti que je cessais peu à peu d'être juste la Sophie qui avait fui sa maison. Je devenais la Sophie qui reconstruisait sa vie, pas à pas. La semaine suivante, j'ai reçu un message inattendu. C'était de mon oncle Gérard, le frère de ma mère. On n'a jamais été très proches, mais il a toujours été correct avec moi les rares fois où on s'est vus. Le message était bref. J'ai appris ce qui s'est passé. Je suis de ton côté. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Je suis restée à fixer l'écran un moment. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste respiré profondément et rangé mon téléphone. Je ne m'attendais à aucun soutien de la famille. En fait, j'avais accepté qu'ils m'avaient tous tourné le dos. Mais savoir que certains ne cautionnaient pas ce que mes parents avaient fait m'a redonné un peu d'espoir. Le samedi, j'ai reçu un appel du lycée de Lucas. Ils m'ont annoncé qu'il avait été temporairement placé dans une maison d'accueil, un endroit sûr où il serait suivi jusqu'à sa majorité, ou jusqu'à ce qu'il puisse choisir légalement où vivre. Le soulagement que j'ai ressenti était immense, au point que j'ai dû m'asseoir. J'ai appelé Lucas tout de suite après. Il a répondu « C'est mieux ici. Il y a des règles, mais au moins, personne ne me crie dessus, et je peux étudier tranquillement. » Ça m'a émue. Je savais qu'il restait du chemin, mais au moins, il était en sécurité. Le lundi, je suis repassée devant la maison de mes parents. Juste un tour rapide en voiture dans le quartier. Je ne suis pas descendue. J'ai juste observé de loin. Les fenêtres étaient ouvertes, le portail mal fermé, et il y avait des sacs par terre dans le garage. Tout semblait en désordre, comme si plus personne ne contrôlait quoi que ce soit. Et pour la première fois, ça ne m'a pas fait mal. Juste un sentiment de distance. Je ne faisais plus partie de ce chaos. Et c'était un soulagement. Ce soir-là, j'ai reçu une nouvelle alerte de tentative d'accès à mon email personnel. Le système m'a signalé qu'un code avait été essayé. C'était la 3e fois en moins d'un mois. J'ai ajouté des sécurités supplémentaires. Vérifié tout encore une fois. Je savais que c'était mon père. C'était le genre de choses qu'il ferait. Il ne savait pas lâcher prise. Mais maintenant, il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Le jeudi, après le travail, je suis allée à la place près de chez moi. J'ai pris un carnet, je me suis assise sur un banc, et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit sur tout. Sur la peur que j'avais au début, sur la culpabilité que je portais, sur les nuits où j'ai pensé abandonner, mais aussi sur la paix qui est venue après, sur le plaisir d'acheter une serviette neuve, de cuisiner mon propre dîner, de choisir les couleurs de mon canapé. Ces petites choses étaient devenues immenses dans ma vie. Elles prouvaient que j'étais libre, que je vivais pour moi. Une de ces nuits, j'ai rêvé du salon de mon ancienne maison. Dans le rêve, tout était cassé. Le canapé déchiré, la télé par terre, la table avec un pied en moins. Et au milieu, mon père, assis, me regardant avec colère. Je me suis réveillée en sursaut, en sueur. Mais l'instant d'après, j'ai respiré profondément et j'ai pensé « ce n'est qu'un rêve. Il n'est pas là. Il n'a plus aucun contrôle. » Et je me suis rendormie. Le samedi, je suis allée voir Lucas à la maison d'accueil. Ils autorisaient une visite par semaine, à heure fixe. Il m'attendait au portail, avec un sourire fatigué mais sincère. On a parlé pendant 1 heure. Il m'a raconté qu'il étudiait plus, que les éducateurs étaient stricts mais gentils, et il m'a demandé si je pensais encore à changer de ville. J'ai répondu honnêtement « oui, j'y pense, mais pas avant que tu sois prêt à voler de tes propres ailes. Je ne te laisserai pas en chemin. » Il a souri et a dit « je n'en ai jamais douté. » Les jours suivants, je me suis reconcentrée sur le travail. Mon nouveau poste demandait plus d'attention, mais j'aimais ça. Je me sentais utile, respectée, valorisée. Les gens venaient me poser des questions, et j'avais des réponses. C'était différent de l'époque où je vivais avec mes parents, où tout ce que je faisais était une obligation. Maintenant, c'était un choix. Et ça changeait tout. Un vendredi après-midi, on m'a invité à donner une petite conférence au labo sur l'organisation et la gestion du temps. Je n'aurais jamais imaginé qu'on me considérerait comme une référence pour quoi que ce soit. J'étais nerveuse, mais j'y suis allée. J'ai parlé de comment j'organisais ma semaine, comment je gérais mes dépenses, et comment ça m'aidait à garder la tête claire même dans les moments difficiles. À la fin, une collègue est venue me voir et m'a dit « Tu as une force qui inspire. Merci de l'avoir partagée avec nous. » J'en suis restée sans voix. Ce soir-là, en me couchant, j'ai regardé le plafond et repensé à tout ce que j'avais traversé. Et pour la première fois, j'ai eu envie de partager cette histoire avec d'autres, pas pour attirer l'attention, mais pour que quelqu'un, quelque part, sache qu'on peut sortir d'un environnement toxique et recommencer. Cette histoire n'est pas finie. Mais maintenant, elle avance, sans chaîne, sans cri, sans peur. Au début du mois suivant, j'ai reçu une enveloppe par la poste, sans expéditeur.
En l'ouvrant, j'ai vu une convocation. Mon père essayait de m'attaquer en justice, prétendant que j'avais abandonné la famille et laissé des dettes à leur nom. Pendant quelques secondes, j'ai fixé le papier, sous le choc, puis la colère est montée. Et enfin, juste de la tristesse. Parce qu'il était capable d'aller jusque-là pour essayer de me ramener dans son chaos. Le lendemain, je suis partie chercher des conseils. J'ai contacté une avocate recommandée par une collègue. Elle m'a écouté patiemment, a examiné les documents, et m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup rassurée. Sophie, il essaie de te faire porter la faute pour quelque chose qui n'a aucun fondement légal. Si tu as gardé les preuves, les reçus de ce que tu payais de ton plein gré, tu n'as rien à craindre. Et oui, j'avais tout. J'ai toujours conservé les reçus, les virements, les messages. Pas par méfiance, mais parce que je suis organisée. Et maintenant, ça me sauvait. Avec les documents, l'avocate a rédigé une réponse officielle, expliquant que je n'avais aucune obligation légale de continuer à payer quoi que ce soit et que mon départ était volontaire, sans aucun contrat me liant à leurs dépenses futures. Elle a ajouté que s'ils persistaient, on pourrait envisager une action pour tentative d'abus financier. En entendant ça, mon cœur s'est allégé. Je n'étais plus sans défense. Et je ne le serai plus jamais. La semaine suivante, tout allait bien au travail. Le labo avait lancé un nouveau projet avec des cliniques locales et j'ai été sollicitée pour aider à la coordination. Je me sentais valorisée, comme si, après tant d'années à vivre sous le poids des obligations, j'avais enfin une chance de grandir. Le vendredi, Lucas m'a écrit pour me dire qu'il approchait de l'âge où il pourrait quitter la maison d'accueil et vivre seul avec le soutien du programme. « Je veux faire un CAP en informatique, Sophie. Tu crois que je peux y arriver ?» J'ai répondu sans hésiter, « Bien sûr que tu peux. Et je serai là à chaque étape. » Il m'a envoyé un emoji sourire. C'était peu, mais je savais ce que ça signifiait. L'après-midi du samedi, je suis allée le voir. On a marché dans le jardin de l'accueil et parlé de l'avenir. Il voulait travailler dans la tech. Je lui ai promis de l'aider avec les inscriptions et les manuels. Et pour la première fois, il parlait avec des étoiles dans les yeux. « Je veux vivre près de toi, même dans une petite chambre. Je veux juste repartir de zéro, comme toi. » Après cette visite, je suis rentrée chez moi. J'ai cuisiné quelque chose de simple, pris une douche et je me suis assise sur le balcon avec une couverture sur les jambes. Il faisait froid, mais le ciel était dégagé. Les lampadaires éclairèrent les feuilles de la place et le bruit de la rue était doux. Pour la première fois, j'ai regardé autour de moi et j'ai senti que cet endroit était un foyer. Simple, petit, mais le mien. Quelques jours plus tard, l'avocate m'a informé que la tentative judiciaire de mon père avait été classée sans suite. Elle a écrit « Il a essayé de t'effrayer, mais la vérité était de ton côté. Ça a fermé une autre porte du passé. Et cette fois, je n'ai laissé aucune fenêtre ouverte. Au travail, les choses allaient bien aussi. J'ai reçu une reconnaissance officielle pour le projet que j'avais coordonné. Et lors de la réunion de fin de mois, on m'a appelée devant tout le monde pour me remercier. Je me suis sentie toute petite, mais en même temps immense. Parce que tout ça, je l'avais gagné seule, pas à pas. Le week-end suivant, je me suis assise avec Élodie dans un café près de notre ancienne rue. On s'est raconté comment tout avait changé depuis le jour où elle m'avait accueillie avec ma valise. On a ri, on s'est ému. Et au milieu de la conversation, elle m'a dit quelque chose que je garde en moi encore aujourd'hui. « Sophie, tu es la preuve vivante qu'on peut se relever même quand le monde entier semble vouloir nous garder à terre. » Je lui ai pris la main et je l'ai remerciée. Sans elle, je n'aurais peut-être pas fait le premier pas. Ce soir-là, avant de dormir, je me suis assise avec mon carnet et j'ai écrit les dernières pages de mon histoire jusqu'ici. Pas pour la terminer, mais pour marquer un nouveau départ. Et j'ai écrit « Ils m'ont chassée de la maison, mais je me suis libérée de la douleur. J'ai arrêté de nourrir ceux qui ne faisaient que me vider. » Le mois a tourné, et avec lui, de nouvelles routines. Je me levais plus tôt, faisais une marche avant le boulot, préparais mon petit déjeuner tranquillement. Ça semblait peu, mais pour moi, c'était une victoire. Pendant des années, mes journées commençaient dans la précipitation, la tension, les reproches avant même de sortir du lit. Maintenant, le son qui me réveillait était celui de mon réveil, pas les cris de mon père depuis la cuisine. Avec mon nouveau salaire, j'ai pu mettre un peu plus d'argent de côté chaque mois. J'ai ouvert un compte séparé pour ça, pour rester concentrée. Pour la première fois, je planifiais un avenir qui m'appartenait, un avenir où je décidais des priorités. J'ai pensé à voyager, même juste un week-end à Annecy ou dans une petite ville près de Lyon. Je voulais voir du nouveau, respirer un air différent, sentir que le monde était plus grand que ce que j'avais vécu chez mes parents. Lucas tenait bon. Il m'envoyait souvent des messages, me racontait qu'il étudiait plus et que les éducateurs le traitaient avec respect. Tu ne peux pas imaginer comme c'est agréable de manger en silence, Sophie, sans dispute, sans peur. Ces mots me donnèrent de la force. Chaque conversation avec lui me rappelait pourquoi j'avais fait tout ça. Ce n'était pas de l'égoïsme. C'était de la libération. Un dimanche après-midi, j'ai reçu un appel inattendu. C'était ma mère. J'ai hésité à répondre, mais la curiosité l'a emporté. J'ai décroché et attendu qu'elle parle. Sa voix était plus faible que d'habitude. « Sophie, ton père va mal. Il est plus agressif, plus renfermé.
Il dit que si tu ne reviens pas aider, il viendra te chercher. J'ai pris une grande inspiration. Maman, je ne reviendrai pas. Et il ne peut rien m'obliger à faire. J'ai essayé d'aider pendant des années. Maintenant, c'est à vous de vous débrouiller. Elle laisse rester silencieuse. Puis elle a dit quelque chose qui m'a surprise. Je sais. Je voulais juste que tu saches que peut-être que j'ai eu tort aussi. Je n'ai pas répondu. Parce qu'au fond, je le savais déjà, et entendre ça ne changeait pas les années où elle s'était tue. Mais j'ai gardé sa phrase. Parce que, d'une certaine manière, c'était peut-être ce qui se rapprochait le plus d'une excuse que je recevrais. Le lundi, je suis allée voir Lucas et je lui ai apporté une tarte aux pommes que j'avais faite. En la lui donnant, il a souri et m'a dit « T'es vraiment une adulte maintenant. Tu fais même des tartes. » On a ri. Il m'a raconté qu'il ne lui restait que quelques mois avant de pouvoir louer une chambre avec l'aide du programme. Il disait qu'il regardait déjà des endroits et qu'il voulait être près de moi. Je lui ai répondu que mes portes seraient toujours ouvertes et que, s'il voulait, il pouvait venir vivre avec moi le temps de s'organiser. Il est resté silencieux, puis a dit « Je ne sais pas ce que serait ma vie sans toi. » Et ça me suffisait. À la fin de cette semaine, je suis passée au bureau de poste récupérer un colis. C'était l'agenda que j'avais commandé pour l'année prochaine. En l'ouvrant, j'ai vu que j'avais choisi la mauvaise couverture, mais j'ai ri toute seule. C'était un motif de citron. Peut-être un signe que même les erreurs peuvent te donner quelque chose de bon. J'ai pris un stylo et j'ai écrit sur la première page « Si la vie te donne des citrons, fais silence. Prépare tes valises et poursuis ta vie sans regarder en arrière. » Un vendredi soir, je me suis assise sur le balcon avec une tasse de thé et j'ai relu tout ce que j'avais écrit ces derniers mois. Depuis le jour où j'ai été chassée jusqu'à celui où Lucas a été pris en charge. C'était étrange de voir tout ça, noir sur blanc. On aurait dit l'histoire de quelqu'un d'autre, mais c'était la mienne. Ma lutte, mon chemin, et savoir que j'avais traversé tout ça sans me perdre, sans devenir aigrie, sans abandonner, c'était la plus belle preuve de force que je pouvais avoir. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une nouvelle alerte de tentative d'accès à mon email. Le système a bloqué immédiatement. Cette fois, je n'ai pas paniqué. J'ai juste ajouté une couche de sécurité et continué ma journée. C'était comme si le passé essayait encore de me retenir. Mais j'étais déjà trop loin pour revenir, et ce n'était pas par arrogance. C'était pour survivre. Le samedi, j'ai décidé de faire quelque chose que je repoussais depuis des semaines. J'ai écrit une lettre à moi-même. Une lettre de clôture. J'y ai mis tout ce que j'avais besoin d'entendre quand j'étais au cœur du chaos. J'ai écrit que j'étais forte, que je n'étais pas coupable, qu'être fille ne signifiait pas être otage, et que l'amour véritable ne demande pas un sacrifice éternel. Ensuite, j'ai rangé la lettre dans une boîte avec les souvenirs qui me faisaient encore mal, mais qui ne me définissaient plus. J'ai fermé la boîte. Je l'ai mise au fond de l'armoire. Et avec ça, j'ai aussi fermé un cycle en moi. La Sophie qui dépendait de l'approbation de ses parents, qui payait tout et recevait du mépris en retour, n'existait plus. Le temps a passé. Et de toutes les leçons que la vie m'a données, la plus grande a peut-être été de comprendre que tous les liens ne sont pas sains. Parfois, ceux qui vous font le plus de mal sont précisément ceux que vous avez le plus essayé de protéger. Et quand vous décidez de vous éloigner, le monde ne vous juge pas. Il vous accueille. Si vous avez le courage de faire le premier pas, il vous montre qu'il y a une vie au-delà de la peur. Aujourd'hui, je vis toujours dans le même appartement. J'y ai fait quelques changements. J'ai remplacé les rideaux, acheté un nouveau tapis, et mis un petit pot de plantes sur le rebord de la fenêtre. J'ai toujours pensé que je n'avais pas la main verte, mais cette fois, la plante tient bon, peut-être parce que celle qui s'en occupe maintenant est une femme plus apaisée, une femme qui a compris qu'elle n'a pas besoin de se vider pour plaire à qui que ce soit. Lucas a trouvé son propre logement. Il est à 5 rues de chez moi. Parfois, il vient dîner, parfois je passe chez lui pour lui apporter à manger ou l'aider avec son linge. Il se débrouille bien dans son CAP. Il est motivé, il parle de faire une fac plus tard. Et le voir comme ça me rend fière, pas seulement de lui, mais de nous deux, parce qu'on a survécu, parce qu'on a choisi ce qui semblait impossible, repartir de zéro sans aucun soutien. J'ai eu des nouvelles de mon père par des connaissances. Il a tenté d'autres démarches judiciaires, toutes sans succès. On m'a dit qu'il est plus isolé. Je ne sais pas si c'est vrai, et franchement, je n'ai pas envie de vérifier. Je ne lui souhaite pas de mal, mais je ne veux plus faire partie de la vie de quelqu'un qui ne me voulait que par intérêt. Quelqu'un qui confondait présence et obligation, qui n'a jamais compris que l'amour doit aller de pair avec le respect. Ma mère m'a envoyé un message le mois dernier. Court, direct, j'espère que tu vas bien. Je l'ai lu, j'ai respiré profondément, et je n'ai pas répondu, pas par rancune, mais parce que j'ai compris que certaines conversations n'ont plus besoin d'avoir lieu, que certaines relations s'arrêtent sans dispute, mais aussi sans réconciliation, et c'est OK. La paix n'a pas besoin d'explication. Au labo, j'ai encore été promue. Maintenant, je supervise une petite équipe et je gère le planning des rendez-vous. C'est calme, et j'aime ce que je fais. Chaque matin, je me lève en sachant que je vais dans un endroit où on me respecte, où personne ne me rabaisse, où ma valeur ne dépend pas de ce que je peux donner, mais de qui je suis. L'autre jour, en allant au boulot, je me suis arrêtée dans une nouvelle boulangerie pour prendre un café. Je me suis assise seule, j'ai commandé un croissant et un cappuccino, et j'ai regardé le mouvement de la rue.
Et là, entre l'odeur du pain chaud et le bruit des tasses qu'on lavait, j'ai réalisé quelque chose de simple, mais puissant. Je me sens en sécurité. Quelque chose que, pendant des années, je ne savais même pas ce que c'était. J'ai encore mes doutes. Parfois, un souvenir surgit de nulle part. Un commentaire me déstabilise. Mais maintenant, je sais où je suis. Je sais qui je suis. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Je garde toutes les traces de ce parcours. Des plaintes déposées aux photos de ma première nuit dans mon nouvel appartement. Pas par rancune, mais pour ne jamais oublier. Parce que quand on se souvient d'où on vient, c'est plus facile d'apprécier où on est arrivé.